Alors bonjour à chacun d'entre vous. Je suis ravie d'être ici, avec vous. J'avoue que j'ai un peu la pression quand même. J'espère que je vais être claire, je vais être comprise. Donc je suis Sandra Paul et j'exerce l'activité de thérapeute de couple et de famille à Tarbes. Je me suis formée au coaching pour avoir une autre approche complémentaire à la thérapie. Et depuis peu, je suis consultante en bilan de compétences. Quel est le lien, vous pouvez vous demander, entre thérapeute de couple, praticienne de coaching, consultante en évolution professionnelle? Eh bien, tout simplement, l'intention, c'est d'accompagner le changement. En thérapie, c'est mettre une intention de vouloir faire évoluer la relation avec son conjoint, avec son parent, avec son enfant. Le coaching, c'est apporter un changement dans une situation qui est inconfortable ou mettre en œuvre un projet. Et le côté consultante, eh bien, c'est une reconversion professionnelle, changer d'entreprise, changer de métier, changer de secteur d'activité. J'accompagne en fait le changement. Alors, il n'y a pas de métier qui existe à ça, mais j'ai trouvé cet intitulé qui me parlait bien, accompagner le changement. Peut-être que vous trouvez ça pompeux, peut-être que vous vous dites « Oh là là, elle est en train de déballer son pédigré ». Je vous dis ça parce qu'en fait, par le passé, quand j'assistais à des conférences avec des professionnels et que j'entendais l'animatrice qui déballait docteur en ci, professeur en ça, et à chaque fois, j'avais mon dialogue intérieur qui me disait « Et allez, et vas-y, et je te rajoute une tartine, une tartine, une tartine ». Et je trouvais ça un peu pompeux. Et finalement, aujourd'hui, depuis que je fais des conférences, eh bien, je me rends compte que c'est important, cette étape-là, pour que les personnes qui sont présentes et qui sont là à m'écouter, mais en fait, qu'ils sachent à qui ils ont affaire, en fait. C'est quoi son parcours? C'est quoi ses casquettes? Donc, je le fais. Depuis 6 ans, j'exerce la thérapie de couple et de famille. Mais pendant 30 années, et je vais encore continuer, plus de 30 ans, pratiquer la relation d'aide, c'est-à-dire le lien à l'autre, une écoute particulière, une posture particulière. Alors je l'ai fait dans le social, je l'ai fait dans l'accompagnement professionnel, en tant que salarié. Et puis en 2014, mais voilà, un burn-out personnel, professionnel. C'est l'effondrement. Le corps ne peut plus avancer. Mon métier à l'époque de conseillère en insertion professionnelle n'a plus de sens. Alors, par la force des choses, je me suis posée et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui a du sens pour moi aujourd'hui? Et je me suis rappelé, quand j'ai travaillé au Centre d'information sur les droits des femmes, qu'en fait, on orientait les couples vers une conseillère conjugale et familiale. Et là, ça a été la révélation. J'ai dit, mais oui, le couple, la famille, l'essence, c'est quoi? C'est l'amour. Et ça avait du sens pour moi. Alors, j'ai fait le grand saut. J'ai fait une rupture conventionnelle. Je me suis lancée dans une formation pendant 2 ans. Et puis, j'ai ouvert mon cabinet. Donc, j'accompagne toute personne, les couples, les familles, pour prendre conscience de qui on est dans la relation et comment on peut changer pour que la relation soit satisfaisante. Je me suis formée aussi à l'approche systémique. J'ai 2 collègues ici qui sont venus me soutenir. Ça a été une révélation pour moi. Et je vais vous faire un aveu. Depuis que j'ai découvert l'approche systémique, c'est-à-dire de comprendre qu'en fait, quand on est en relation, on forme un système. Et de comprendre ce système-là, les enjeux relationnels inconscients qui se passent quand on est en contact avec l'un, avec l'autre. Eh bien, je me suis rendu compte que la relation, ça me passionne en fait. Ça me passionne parce que je me rends compte que l'autre, il m'apprend sur moi-même en fait.
Et autre chose. Bonjour mesdames et bienvenue. Et en même temps, cette relation qui me permet de comprendre l'autre et de me comprendre moi, mais ça m'a permis aussi d'être vraiment en lien avec mon dialogue intérieur. Je ne sais pas si vous avez le même dialogue intérieur que moi, mais le mien, il est très bavard, et puis il est très critiquant, et puis il juge, et puis il dévalue, et puis il compare, et puis il n'est jamais satisfait, et puis c'est jamais à la hauteur. Il est fatigant, il est épuisant le mien. J'espère que vous n'avez pas le même, parce que vraiment, ça tourne la tête. Mais on en reviendra plus tard de ce dialogue intérieur. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème ? Eh bien, en fait, ce thème, il n'y est plus. Sur comment trouver ou retrouver la communication dans le couple, eh bien, ça correspond à la demande de la plupart des couples que je reçois en cabinet. Et la plupart, ils me disent, on ne s'écoute plus, on ne se comprend plus. Voire même certains vont oser me dire, mais en fait, on ne s'est jamais vraiment parlé. Alors oui, sur les questions d'organisation, sur la gestion des enfants, bien sûr. Mais parler de qu'est-ce qui se passe là entre nous, dans le lien, dans la relation. Ça, c'est le néant. Alors avant de tenter de répondre à cette question, ce que je vous propose, c'est de la décomposer. Comment retrouver ou trouver la communication dans notre couple ? Bien déjà, ce premier mot de comment, cet adverbe de 7 lettres, eh bien, j'ai envie de dire que c'est lui qui m'a posé le plus de réflexions quand j'ai réfléchi sur cette conférence. 7 petites lettres sur comment, de quelle façon, de quelle manière on va s'y prendre. Quelle va être la méthode, le moyen pour trouver ou retrouver la communication. Et se trouver la communication, est-ce que ça veut dire qu'il faut la chercher, la communication ? Et retrouver, est-ce que ça veut dire qu'on l'a perdue ? Et ce mot de communication, on l'entend souvent, partout. Mais ça veut dire quoi en fait, communiquer ? Eh bien, c'est être en relation avec l'autre. Se raconter, s'écouter, se comprendre, se questionner, se sentir, se toucher. Et dans notre couple, eh bien, c'est la nature de la relation que je propose aujourd'hui de questionner. On m'entend bien, ça va ? Sinon, je prends le micro. Oui ? Ok, super. On vit dans une époque de l'immédiateté. Il faut aller vite. On nous demande un rythme. Il faut avancer. Et donc, dans cette demande récurrente de faire en sorte qu'on arrive de nouveau à communiquer, j'entends toute l'impatience. Et donc, on me demande une recette. Mais je comprends, parce qu'en fait, ils arrivent dans une telle urgence, c'est tellement conflictuel entre eux, qu'il faut que ça cesse au plus vite. Donc, il y a un problème, il faut une solution. Alors, la recette, moi, je peux leur donner 1 kilo de douceur, 500 grammes de bienveillance, 200 grammes de sourire et 10 kilos de contact physique. Un mélange pour que la communication soit sereine entre nous. J'ai un ami qui me dit souvent, quand il est enrhumé, eh bien, il ne va pas chez le médecin, il prend de la cortisone pendant 3 jours et il est guéri. Sauf que la thérapie, c'est pas comme le médecin. Il n'y a pas de remède pour soigner la relation. Alors, je vous avoue que quand on me demande ça, oui, ça fait 6 ans que j'exerce. Et j'ai encore la tentation de vouloir satisfaire leurs demandes. Alors, je vais donner des outils, des solutions, des recettes. Seulement, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps ? Ça va fonctionner un certain temps. Vous m'entendez bien, monsieur ? Oui, merci. En fait, ça va tenir le temps de l'effort, parce que chasser le naturel, et il revient au galop. Alors la semaine suivante, à la séance suivante, ils arrivent. Super, ça va mieux, ça y est, on parle, on communique.
Sauf que dès qu'il y a un conflit, ben, l'outil ne sert plus à rien et c'est reparti à zéro. Et moi, je suis tiraillée parce que j'ai très envie de répondre à leurs demandes et en même temps, je sais pertinemment que coller une recette à une problématique relationnelle, ça ne collera pas, ça ne tiendra pas. Alors bien sûr, après, certains sont déçus ou certaines, ils me disent « Mais non, mais votre truc, ça ne marche pas ». Et ouais, mais vu qu'on a mis des années à construire cette relation, dans cette intensité-là, dans cette douleur-là, il va falloir quelques années, alors peut-être pas toujours quelques années, pardon, je suis pessimiste, mais il va falloir un certain nombre de séances pour parvenir à ce que chacun prenne conscience de leur co-responsabilité et de comment on pourrait faire autrement. Donc ça ne se passe pas en quelques séances, la thérapie. Et oui, on n'est pas des machines, on n'est pas un moteur, et avec le bon outil, la bonne clé, on va réparer la relation. C'est beaucoup plus subtil que ça, en fait. Mais finalement, quand on parle de communication, en fait, on est au cœur de la relation. Et j'attire vraiment notre attention là-dessus, sur le fait que la communication, en fait, elle révèle l'état de santé de notre relation. C'est l'écho, c'est le haut-parleur. Et en fait, notre façon de communiquer, elle va impacter la relation, ce lien invisible à l'œil nu, est pourtant si sensible et si fragile. Alors mon intention, c'est de nous inviter à prendre de la hauteur. Parce que je suis persuadée que prendre de la hauteur permet d'observer, de regarder les choses sous un angle beaucoup plus large, beaucoup plus haut, et va permettre de se comprendre. Et pour moi, c'est ça la clé du changement. C'est cet arrêt sur image, cette prise de hauteur, et prendre le temps d'observer. De ce constat, je vous propose d'y réfléchir de différentes manières, à travers des expériences, des exemples, un peu de théorie et de la réflexion. Et en même temps, vous allez voir comment on va naviguer entre le présent, entre le passé, entre le futur, et revenir sur le présent. Alors, nous allons faire une petite expérience. Si j'appuie pas sur le bon bouton, ça ne va pas marcher. C'est parti.
Combien de mélodies vous avez entendues? Oui, Véronique? Ouais. Voire même 5. Au début. Ensuite, il y a le piano. De nouveau le silence. Ensuite, la guitare. Et de nouveau le silence. Peut-être qu'en écoutant ces 5 mélodies, il y a eu des réactions à l'intérieur de vous. Peut-être que certains se sont questionnés en se disant « mais c'est qui déjà ce compositeur ?» Et puis peut-être que d'autres ils se sont demandé « mais où est-ce qu'elle veut nous amener ? Mais qu'est-ce que j'ai fait de venir ici ? Oh là là, bon, je vais sortir, mais non, mais il n'y a pas de monde, il y a trop... Je vais me faire remarquer si je sors là maintenant. Oh, » Et puis quand je vais raconter ça à mon mari, il va me dire « mais qu'est-ce que c'était cette bonne femme ?» Et puis peut-être que certains vont se dire « non mais c'était bien en fait, hein ?» Ou d'autres vont se dire « c'était complètement nul ». Et puis peut-être qu'ils ont envie de passer à l'action, mais allez-y, je vous en prie, la porte est ouverte. Et peut-être que d'autres ont vécu ça à travers leurs sensations, à travers leur corps. C'était agréable, peut-être désagréable, peut-être sans sensation, juste une neutralité. Peut-être que pour certains, le silence a été pesant. Et peut-être que pour quelqu'un d'entre nous, ou plusieurs, mais peut-être que ça a été tout ça à la fois en même temps, en fait. Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Ça, c'est nous. Et ça, c'est l'invitation à observer. C'est aller chercher notre girafe intérieure. Prendre de la hauteur pour essayer d'entendre notre dialogue intérieur. Qu'est-ce qui nous raconte ? Et donc là, à partir du moment où on se demande qu'est-ce que mon dialogue me raconte, mon dialogue intérieur me raconte, ben en fait, il y a deux parts en nous. Il y a celui qui raconte un truc, et puis il y a l'autre qui est en train d'observer ce qu'il est en train de se raconter. C'est ça, prendre de la hauteur. Les spécialistes parleront de position méta. Alors ça me fait penser à Marie et Maël, un couple que je suis depuis quelques séances. Ils ont une trentaine d'années, ils sont ensemble depuis 3 ans. Et ils me montrent en séance comment ils relationnent. Maël qui dit « Non mais t'as vu les noms d'oiseaux que tu utilises quand tu parles de moi ?» Maël, il est très sensible aux mots et il réagit fortement parce qu'en fait, dans sa famille, on ne s'est jamais exprimé avec ces noms d'oiseaux. Il découvre une autre façon de se parler en fait. Et cette découverte, elle est insupportable, ce qui le met hors de lui et génère de fortes réactions. Pour lui, ces mots, ces noms d'oiseaux sont inacceptables. Et Marie qui répond « Non mais t'as vu comment tu m'as parlé ?» Et Marie se sent agressée sur la façon dont Maël lui a parlé. Elle réagit à l'intonation et en même temps, on peut déjà se rendre compte de comment Marie, elle a répondu à Maël. Vous avez entendu l'intonation qu'elle a utilisée. Alors, à travers cet exemple, on peut voir que la communication, elle va se situer sur différents canaux. C'est-à-dire qu'il y en a un, il va s'attacher à le contenu, aux mots que l'on va exprimer. Et puis Marie, là, donc Maël, il était sur les mots, et Marie, elle va être plus sur la façon dont il s'est exprimé. Donc, on remarque là déjà, à travers cet exemple, qu'on va avoir des sensibilités différentes. Et donc, on va réceptionner, on va avoir des canaux qui vont être plus ou moins élevés à l'intérieur de nous. Et c'est en fait ce qui va commencer à générer du conflit. C'est qu'on ne parle pas de la même chose.
Alors déjà, prendre conscience de, j'écoute depuis quel canal? C'est quoi le canal qui est le plus dominant chez moi? Ça va déjà permettre de se comprendre soi. Bonjour madame, bienvenue. De se comprendre soi et puis de comprendre aussi l'autre. Ah ok, on ne parle pas du même endroit. Et ça, avant même toute tentative de résoudre un problème. Alors, la communication. De quoi on a besoin pour communiquer? Alors, est-ce que ça va marcher là? Oh, c'est dommage quand même. C'est bien dommage. Alors, on va passer par là, d'accord. On va passer par là. Ah, ça marche. Donc ça, on l'a vu, et l'intention. Et... ah, voilà. De quoi on a besoin? On a besoin d'abord, en communication, d'un émetteur. Et l'émetteur, il va s'adresser au récepteur. Sauf qu'en même temps, qu'est-ce qui se passe? Soi-même, on va émettre, et l'autre va devenir récepteur. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on va dire, et celui qui va émettre, il va voir au fur et à mesure qu'il émet ce qui se passe chez l'autre, chez le récepteur. Et le récepteur, lui, il ne se voit pas. Il ne voit pas forcément ce qu'il va ressentir ou ce qu'il va exprimer au travers de son corps, au travers de son visage. C'est pour ça qu'il y a des gens intelligents qui ont décomposé la communication. Et en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte? En fait, on se rend compte que les mots que l'on utilise dans la communication n'a une efficacité que de 7% en fait. Le paraverbal, la façon dont je vais vous parler, c'est 38%. Et ensuite, tout ce qui est gestuel, les regards, les attitudes corporelles, eh bien, c'est 55% de la communication. Et donc, certains vont être plus attirés par le verbe. Finalement, on parle de quoi? On parle du fond, du contenu, du thème. Et quand on est plus sensible à la forme, eh bien, on envoie des messages à travers notre corps. Il y a des émotions qui vont s'exprimer. Il va y avoir des expressions du visage. Des fois, on peut lever le vélo au ciel. Des fois, on peut parler comme ça. Des fois, même, on peut quitter la pièce. Des fois, on peut même faire... Juste ça. Eh bien, même ça, on envoie déjà des messages. On montre déjà à l'autre, à l'intérieur, on se dit, qu'est-ce qui me barbe? Ou qu'est-ce qu'elle me casse les pieds à me faire tout le temps ces mêmes reproches? Et donc la difficulté, c'est que celui qui va recevoir le message, il ne se rend pas forcément compte de toutes ces mimiques, de ce comportement, mais l'autre, il le voit. Et vous savez, des fois, quand on rencontre quelqu'un, on se dit, mais c'est bizarre, mais je ne le sens pas ou je ne la sens pas. Mais de quoi on parle en fait? C'est ça, c'est que, ah super, ça fait plaisir, je ne vous connaissais pas. Enfin, les mots y sont, mais en fait, l'attitude, on ressent quelque chose qui est complètement à l'opposé et à l'inverse de ce que la personne, elle peut dégager comme façon d'être ou de communiquer avec nous. Donc, on est d'accord que quand on parle du fond, ça va être les mots, ça va être la réflexion, ça va être des solutions. Et quand on parle de la forme, c'est le mouvement, c'est l'image, c'est les sens qui sont en éveil. Ça me fait penser, est-ce qu'elles sont attachées? La semaine dernière, pour la première fois, je reçois un couple. Donc les fauteuils dans le cabinet, ils sont comme ça. Donc monsieur arrive. Voilà, il est comme ça, bien installé dans son fauteuil. Madame arrive.
un mot n'est sorti de leur bouche. Ils font que s'asseoir. Voilà. Et pourtant, il n'y a pas de mots. Mais déjà là, elles communiquent énormément. Alors, l'étape de l'observation est incontournable. D'abord, on va observer ce qui se passe dans le couple, mais finalement, comment on communique dans notre relation de couple? Si on s'arrête quelques instants pour essayer de se remémorer la dernière discussion ou une discussion qui nous a interpellés, comment ça s'est passé? Quand j'écoute mon partenaire ou ma partenaire, où est-ce que je porte mon attention? Peut-être des fois on ne s'écoute même pas et qu'on parle en même temps. On se coupe la parole. Et puis il y en a un qui est en train de cuisiner. Et puis il y a un autre qui est en train de répondre à l'enfant pour faire les devoirs. Et puis des fois, on est sur le téléphone et l'autre nous parle en même temps. Et puis des fois, j'ai entendu ça aussi la semaine dernière. Alors là, c'est top. Ils sont dans une vieille maison et monsieur s'adresse à madame et il n'est pas dans la même pièce qu'elle. Et donc, il lui crie dessus. Et elle n'entend pas. Donc, elle crie pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu dis ?» Alors, pour se transmettre de l'information, là, je ne suis pas garantie que le message arrive entier. Et là, cette semaine, j'ai eu pas mal de situations cette semaine. Et là, cette semaine, encore mieux, la dame, elle me dit « Bon, si monsieur change le rendez-vous, vous pourrez m'envoyer un SMS pour me prévenir parce qu'en fait, il ne m'a pas prévenu. » Bonjour madame. Et alors du coup, je lui dis « Mais madame, ce n'est pas à moi pour vous prévenir du changement du rendez-vous. C'est à vous arranger entre tous les deux. » Donc ça nous donne déjà un aperçu de à quel point il n'arrive pas à se transmettre juste l'information que le rendez-vous a été déplacé. Ah oui, et puis ce que je constate aussi, c'est les monologues. Eh bien, quand il y a des gens, ils aiment parler. Donc, ils vont parler pendant 5 minutes, 10 minutes, voire un quart d'heure. Mais, sauf que le problème, c'est que ce monologue, il a déjà été répété une fois, 2 fois. Puis quand ça fait 20 ans qu'on est ensemble, des fois, le monologue, on le re-entend X fois. Et donc, au bout d'un moment, la personne, elle s'énerve, monsieur ou madame, mais ouais, mais elle ne m'écoute plus ou ne m'écoute plus. Oui, mais sauf que ça dure beaucoup trop longtemps et on le connaît par cœur, le monologue. Donc, on se met dans sa bulle, on n'entend plus rien, on est juste là présent, mais en fait, on n'est pas avec l'autre. Alors du coup, est-ce qu'on l'a vraiment perdu, la communication? Je ne suis pas convaincue. Par contre, peut-être qu'on n'est pas satisfait de comment on communique. Et là, ce n'est pas la même chose. Alors pour les dialogues intérieurs qui sont curieux de comprendre pourquoi nous en sommes à relationner de la sorte, je vais tenter de vous expliquer au travers d'un petit schéma. Alors, nous avons d'un côté un petit bonhomme du sexe masculin et une petite dame du sexe féminin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en est arrivé là? Alors, quand monsieur laisse traîner ses bottes pleines de gadou à l'entrée, eh bien ici, madame prend une fonction de parent et lui dit « Quand est-ce que tu vas rentrer tes bottes ?» Et ici, eh bien, ça renvoie monsieur adulte homme à une position d'enfant parce qu'elle le répète et elle le rabâche. Donc ça crée une asymétrie dans la relation. Ou inversement, quand monsieur va lui dire non mais t'as vu comment t'y prends avec ta mère, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu devrais t'y prendre autrement. Eh bien là, également, c'est comme si, voilà, on donne des conseils, on critique, c'est comme si monsieur prenait une fonction de parent, voire de père, et que sa femme n'est pas à la hauteur, et ça la renvoie à une position d'enfant. Bien sûr, c'est involontaire, c'est inconscient,
mais c'est ce qui se joue dans le système relationnel inconscient du couple. Alors que nous sommes deux adultes et que ça fait bien longtemps qu'on a quitté papa et maman. Mais tout au long de notre enfance, peut-être qu'on a entendu déjà nos parents fonctionner de la sorte. Et donc, cette asymétrie-là, elle est juste insupportable, parce qu'on n'a pas envie que notre conjoint ou notre conjointe nous dise ce qu'on a à faire, ou nous soit en train de nous évaluer ou de comparer ce qu'on est en train de faire avec la copine ou la belle-sœur ou le beau-frère. On n'a pas envie de ça. Alors bien sûr, je vais mélanger à l'analyse transactionnelle, ça c'est un système de l'analyse transactionnelle, je vais mélanger la communication non violente. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Tout ce qui est critique, jugement, évaluation, eh bien, on est sans arrêt en train de porter un regard négatif sur l'autre. Et ça, on en a ras-le-bol. Quand monsieur ne sait pas étendre correctement le linge, eh bien, au bout d'un moment, à force d'entendre que ce n'est pas comme ça qu'on étend les petites culottes, ben monsieur, il n'étend plus le linge. Et après, madame s'étonne. Ben oui, mais elle n'accepte pas que ça soit fait à la façon du monsieur. Il faut que ça soit fait comme elle le souhaite. Donc ça, cette façon-là de relationner, et puis ça peut être à l'inverse, et je n'arrive pas à faire ça, est-ce que tu peux m'aider? Je n'ai pas payé mes impôts, tu peux me le faire? Bon, eh bien c'est pareil, hein, on en est là. Ou tu pourrais amener la voiture à faire la révision? Ben, on est là aussi, hein. Ça marche dans les deux sens en fait. Est-ce que je suis claire dans le fonctionnement du système relationnel inconscient là? Ok. Alors, bonne question. On y vient. L'idée, en fait, c'est de monter au troisième niveau. Le troisième niveau, c'est le niveau adulte. Le niveau adulte, c'est dire je. Et donc, pour répondre à votre question, j'aurais besoin d'aide. Comment c'est pour toi? Tu peux pas. Il faut que l'autre il ait le choix. Si on n'a pas le choix, on est là-dessus, on impose. On y va en rapport de force, de dominant-dominé. Je vois que tu es embêté là, tu veux que je t'aide? Ça peut être à l'inverse. Le conjoint peut se rendre compte qu'on est en train de galérer pour plier la table et le conjoint peut nous demander « tu as besoin d'aide ?» Ben, on a le choix de la réponse. Oui, je veux bien de l'aide, ou ben non, ça va aller, je vais me débrouiller tout seul. On est là en fait. J'entends souvent, quand il part au foot, je me sens abandonnée. Tu m'abandonnes. Tu m'abandonnes quand tu pars au foot. On est là en fait. Monsieur, il va juste faire du foot. Il n'a pas l'intention d'abandonner sa conjointe. Donc là, la formule, c'est « je suis en train de ressentir un sentiment d'abandon ». On n'est pas responsable de nos blessures du passé en tant qu'enfant, mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, on est responsable de nos émotions. Donc, cette responsabilité, elle va s'incarner en disant « je ressens ça ». C'est pas toi. C'est pas tu m'agaces. C'est quand tu me dis ça, je me sens agacée. Je prends la responsabilité de. Donc c'est important de se questionner sur, mais finalement, quand je réponds, je parle de qui? Je parle de l'autre? Je parle de moi? Prenons de la hauteur et on se questionne, tiens, qu'est-ce que je suis en train de lui dire là? Ou qu'est-ce que je lui ai dit tout à l'heure? Donc il y a un chemin à installer avec soi-même. Quel regard je porte sur moi?
Est-ce que j'ai radio-critique en permanence? Est-ce que mon dialogue intérieur, il est toujours insatisfait? Est-ce que ce que je fais, c'est toujours perçu comme mal ou comme bien? Est-ce que je suis plutôt à me dévaloriser ou est-ce que je m'encourage? Est-ce que je me félicite quand je réussis quelque chose? Alors j'aime bien la phrase de Frédéric Lenoir qui nous dit « La qualité de notre relation aux autres dépend intrinsèquement de la relation que nous avons avec nous-mêmes. » Finalement, là, l'autre, il est en train de nous éclairer sur comment on se positionne, comment on fonctionne avec nous-mêmes. Comprendre la façon dont nous nous parlons avec nous-mêmes, observer comment je me parle avec moi-même, eh bien, ça va m'éclairer sur le regard que je porte sur les autres, sur les proches, sur la société. Alors, pour les plus curieux, pourquoi on en vient à se parler comme ça? Ça, c'est papa et maman. Papa, maman, et puis ça, c'est nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maman, elle a son propre dialogue intérieur. Elle a son propre regard sur elle-même. Papa, idem. Il a le regard qu'il a sur lui-même, ses propres pensées. Et puis, mes parents me donnent à voir comment ils sont en lien, comment ils relationnent, comment ils communiquent. Comment maman, elle va s'adresser à papa. Et puis, je vais voir aussi comment papa s'adresse à maman. Et puis, je vais aussi ressentir, vivre comment maman me parle, comment maman me regarde, comment maman me touche, comment maman, elle ne me dit pas ce qu'elle pense. Et idem pour papa. Est-ce que papa va me dire que j'ai eu une bonne note, que c'est bien? Est-ce qu'il va m'encourager ou me féliciter? Ou est-ce qu'il va juste dire c'est normal en fait que tu aies des bonnes notes? Alors la petite flèche, elle est violette. Parce qu'en fait, le mélange de bleu et de rouge, je crois que ça fait du violet. Non? Si, c'est ça, hein? Ça fait du violet. Et donc, en fait, je vais me construire avec un peu de la pensée de maman, avec un peu de la pensée de papa. Je vais me construire un peu avec aussi comment le jeu relationnel de papa et maman est vécu. Et je me construis avec comment ils ont été avec moi-même. En tout cas, c'est une hypothèse qu'on s'est construit à travers le modèle parental ou une autre figure d'attachement. Ça peut être un éducateur, ça peut être un beau-père, une belle-mère, peu importe. Alors peut-être que vos dialogues intérieurs, peut-être qu'il se passe ça. Peut-être qu'il se passe des choses là quand je vous parle de ça. Peut-être que vous pouvez prendre un peu de hauteur et se dire « Ah tiens, qu'est-ce que je suis en train de me raconter là? Est-ce que je fais des liens avec ma propre histoire? Peut-être. » Alors j'entends souvent « Oui, mais il ne me comprend jamais. » Ou « Elle ne me comprend pas. » Pourtant, je lui explique. Hein. Mais est-ce que nous, on se comprend? Est-ce que je m'accorde suffisamment d'attention? J'attends que l'autre, il m'apporte de la reconnaissance. J'attends que l'autre, il me sécurise. J'attends que l'autre, il m'encourage. Mais est-ce que je sais déjà le faire avec moi-même, en fait?
Donc cette phase d'observation, elle va nous amener à de la compréhension. Mais qui je suis? Comment je fonctionne? Et donc, à travers tout ce questionnement, on va démarrer un processus intérieur d'introspection. On va aller à la rencontre de nous-mêmes, en fait, à cet être que nous sommes, qui s'est construit jusqu'à aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à prendre conscience de ce dialogue intérieur et d'être le témoin de ce dialogue intérieur. Ah ok, je fonctionne comme ça. Quand il me dit ça, d'accord, ça produit ça en moi. Ou est-ce que je porte plus d'attention sur le discours? Est-ce que je porte plus d'attention sur mon émotion? Est-ce que je porte plus d'attention sur l'émotion de l'autre? Ou est-ce que je suis en train de déjà réfléchir à ma réponse pour argumenter et contre-argumenter? Et puis quand je réponds, je parle de qui? Je parle de moi, je parle de toi, je parle de nous. Mais de quoi je parle? Je parle de ce qui s'est passé tout à l'heure, je parle d'hier, ou je ressors les vieux dossiers d'il y a 15 ans. Il paraît que les femmes, on est au top pour faire ça en fait. On n'oublie jamais rien. Les hommes, ils ont zappé. Mais alors les femmes, elles ont une capacité à ressortir les vieux dossiers. Et je me rends compte que nous, femmes, voilà, une grosse majorité, on a besoin de liens, on a besoin d'être en contact. Eh bien, quand les vieux dossiers ressortent, ben, ça fait fuir l'homme en fait. Et comme John Gray le dit dans Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, eh bien, l'homme, il s'en va dans sa grotte en fait parce qu'il n'a pas envie de ça, quoi. Il n'a pas envie de entendre les mêmes rengaines. Et puis, si je ne suis pas d'accord, comment il va le prendre? Et puis parler de l'autre, en fait, ça sert à quoi, finalement? À critiquer l'autre? L'abbé Pierre, il dit, c'est quand chacun de nous attend que l'autre commence qu'il ne se passe rien. Et ça m'arrive d'entendre ça parfois. Non, mais je viens parce que... Non, mais vous avez vu comment elle parle et tout ça. Non, mais il faut que vous fassiez quelque chose, il faut qu'elle change. Ou alors... Non, mais c'est pas possible, elle est tout le temps en train de me faire des reproches, elle passe tous les jours 1 heure au téléphone avec sa mère, elle est toujours avec les gosses, elle n'est jamais avec moi. Non, mais c'est pas possible, on n'est plus un couple, quoi. Donc, la relation va s'améliorer si l'autre change, en fait. Le problème, c'est l'autre. Sauf qu'on ne peut pas agir sur l'autre, on ne peut pas le changer. Alors, entamer ce processus sur observer notre dialogue intérieur, rejoindre notre girafe intérieure pour comprendre, pour accueillir avec bienveillance notre façon de penser, notre façon de voir le monde, notre façon de voir l'autre. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on constate? C'est que plus on va vers soi, plus on se comprend, plus on accueille nos réactions, nos fonctionnements, nos émotions. Ben on est comme ça. Il n'y a rien à critiquer. On le vit comme ça. Plus on est dans cet accueil, dans cette bienveillance, sur ce regard sur nous-mêmes, eh bien forcément on va regarder l'autre différemment. Vous voyez, quand je vous le dis, déjà j'entends déjà ma voix qui, vous voyez, elle s'adoucit.
En communication non violente, en CNV, on dit qu'avant d'aller sur la colline de l'autre, il faut d'abord aller sur notre propre colline. Et c'est ça le travail, c'est ça le job qui nous est demandé. C'est aller à la rencontre de notre jeu, de notre être intérieur, qui on est vraiment. Parce qu'on est peut-être un bout de maman, on est peut-être un bout de papa, mais on est aussi nous-mêmes. Et c'est ça, c'est arriver à enlever petit à petit ces couches d'oignons pour arriver à trouver cette essence même de nous-mêmes. Qui je suis quand je ne suis pas la fille de papa et maman, quand je ne suis pas la compagne. Et, qu'est-ce que je veux vraiment en fait? C'est de l'intérieur, c'est du ventre, c'est de notre centre. Et donc aller vers le jeu, mais ça va nous aider pour aller vers le nous. Quand je me suis accueillie, quand je me suis entendue, quand je me suis respectée, quand je me suis reconnue, eh bien ensuite je pourrais aller prendre un temps pour entendre l'autre, entendre le besoin de l'autre, pour l'accueillir dans sa réalité, dans sa particularité, dans sa singularité, dans son unicité. Donc déjà, c'est important de se demander, comment j'ai envie de communiquer avec l'autre en fait? Et puis dans quelles conditions? Parce que ça me fait penser à Mitch le soir. Il est épuisé de sa journée. Et puis c'est à ce moment-là que Clotilde, elle veut du lien, elle veut être en relation et elle veut discuter. Sauf qu'il est 23 heures, il se lève à 6 heures du matin. Et là, elle veut commencer à entamer un gros dossier. Mais non, mais là, c'est juste pas possible en fait, parce que Mitch, il n'est pas disponible. Alors il va faire plaisir à Clotilde, il va se forcer à discuter. Sauf qu'il n'y aura pas l'entrain, sauf qu'il va rentrer, il va répondre oui, non, brièvement. Et puis Clotilde, ça va l'énerver, parce qu'elle va se dire, mais il en a rien à foutre de moi. Excusez-moi, je suis un peu crue, mais c'est ce qui se passe en fait. Sauf que c'est juste pas le moment pour Mitch. Donc peut-être qu'on a aussi à faire attention aux conditions dans lesquelles on va se trouver pour entamer un sujet délicat. Je ne parle pas de l'organisation, quoique. Des fois, il peut y avoir des bugs, même en se transmettant de l'information. Mais bon, quand on veut parler du lien, eh bien, on va prendre soin du moment où on va se parler, du lieu où on va se parler. Est-ce qu'on est disponible, est-ce qu'on est disponible physiquement, intellectuellement? Est-ce que les enfants sont là, présents? Est-ce qu'il faut s'en occuper? Est-ce qu'on peut avoir une conversation avec les enfants présents? Et puis, est-ce qu'il faut se presser parce que dans une demi-heure, il faut partir amener Théo au foot et après, je veux dire, ces conditions-là, elles vont avoir un impact forcément dans ce qui va se passer dans le lien, parce qu'on ne sera pas totalement disponible. Oui. Je comprends très bien la théorie, mais par exemple, dans le quotidien, ça va très vite, en pratique. Donc, ce qui m'a interpellée là, c'est ça, vraiment, le fait de mettre quelqu'un en position d'enfant et l'autre en position de parent. Oui. Donc, par exemple, on revient sur le cas, je sais pas moi, le monsieur ou la dame, elle arrive, elle met ses bottes sales dans l'entrée. Du coup, l'autre réagit en se mettant en position de parent. Non, voilà. Donc, concrètement, comment réagir ou réagir pour ne pas se mettre dans cette position de parent, ni l'autre le mettre dans la position d'enfant, etc., dans le quotidien. C'est sûr, se réfléchir, prendre la hauteur, etc. Mais quand c'est le quotidien que ça devient toujours... Il faut en parler. Oui, en parler, mais comment... Il faut se retrouver à un moment, je ne sais pas, moi, le vendredi soir à l'apéritif ou le samedi après le déjeuner au café, se dire, bon, écoute, j'ai pas envie de te pourrir la vie, mais comment on peut faire? Et on trouve une solution ensemble, on réfléchit ensemble. J'ai pas de recette là, Véronique. Ouais. C'est juste qu'on y réfléchit ensemble. J'entends souvent ça aussi.
Et je l'entends des messieurs, mais non, mais j'arrive pas à trouver la solution, je ne sais pas comment faire pour la rassurer. Mais enfin, quand même, la responsabilité de rassurer, elle n'est pas sur les épaules de monsieur. Il faut arrêter avec le prince charmant, quoi, qui doit sauver la princesse. Ou même madame qui doit trouver des solutions pour s'organiser pour les enfants, parce que monsieur, il est entrepreneur et qu'il rentre à 20h, il travaille du lundi au samedi et qu'il n'est pas disponible. Ben, il faut arriver à trouver un moment pour en parler et construire une solution ensemble. Comment on pourrait faire? On essaie, on réajuste, mais on est deux à réfléchir. On est une équipe. Il n'y a pas un chef d'équipe et le manœuvre derrière. Sauf que on est vraiment dans ce rapport-là. Mais il faut deux têtes pensantes pour y réfléchir. Et il faut prendre le temps de se poser. Mais après, je n'ai pas la recette, Véronique. C'est juste comment on fait. Ben, on essaie d'une certaine façon. Ok, on voit que ça ne marche pas. Bon, ben, on cherche, on réajuste, on essaie de faire autrement. Ça, c'est le vase de l'énergie quand il est plein. On donne à Pierre, à Paul, à papa, à maman, aux collègues, aux voisins, aux beaux-frères, à la belle-sœur, aux amis. Ok. Sauf qu'on donne tellement qu'il n'y en a plus pour nous, en fait. Donc c'est important aussi de prendre le temps de se ressourcer, de comment on pourrait faire pour remplir notre propre vase et s'en garder un minimum pour nous. Voilà. Donc, est-ce que la relation est confortable ou pas? Et sinon, ben, on y réfléchit ensemble. C'est comme ça qu'on construit le couple, à deux. Alors bien sûr, peut-être que la solution, elle va être éphémère, peut-être qu'elle va fonctionner un certain temps, mais on est des êtres changeants, et donc la construction du nous, elle va demander à s'adapter en fait, à se moduler, à de la comment dire, de l'élaboration. C'est de la construction, et on va réajuster. Et j'aime bien la phrase de Simone de Beauvoir qui nous dit « Entre deux individus, l'harmonie n'est jamais donnée, elle doit indéfiniment se conquérir. Ce n'est jamais acquis, en fait. » Donc, c'est quoi pour nous une communication intelligente? C'est quoi l'intention? Quelle est la perception de chacun? Quels vont être nos ingrédients, nos priorités? Comment chacun, on va mettre notre touche personnelle, notre propre couleur? Je pense à Bertrand et Lucie, un couple d'une 60aine d'années. Eh bien, ils ont trouvé la solution pour se parler, d'aller au restaurant. Parce qu'au moins, ils savent qu'au restaurant, voilà, il y a un cadre. Et ça ne va pas déborder. Parce que sinon, dans la cuisine, ce n'est pas possible. Il n'y a plus les enfants. Et ça part en live en 2 minutes. Eh bien, au restaurant, en tête à tête, ils arrivent à se parler posément. Laurent et Ludivine, ils vont se donner une couleur. Quand il y en a un qui monte trop dans les tours et qui est énervé, eh bien, on s'engage, on avait décidé en séance, tiens, ben, qu'est-ce qu'on pourrait se dire comme mot? Mais voilà. Et chacun, quand il voit qu'il monte un peu trop en émotion, il donne une couleur pour pouvoir sortir de la relation momentanément, et après on revient plus posément pour en parler. Ou alors Christophe et Alice, ils quittent la pièce directement. Mais c'est le contrat, on sait qu'on l'a décidé ensemble, on ne prend pas la fuite momentanément pour protéger le lien, la relation, on s'en va. Et ensuite on revient quand la pression est redescendue. Donc ça demande, je parlais tout à l'heure de naviguer entre passé, présent et futur, ça demande de se projeter avec le conjoint, le partenaire et de se dire, bon, comment on voudrait que ça soit? On va se projeter à N+1. Comment on voudrait vivre la relation? Ok, on la veut comme ça. Bon, mais là, dans le présent, comment on va s'y prendre? Et donc, les couples qui
ont pu cheminer en thérapie, ils se rendent compte que de parler de tout ça, s'exprimer, ça soulage, ça libère d'un poids. Ils prennent conscience qu'en fait, se dévoiler à son partenaire, eh bien, ça va créer une proximité, un rapprochement. Ah bon, tu ne m'avais jamais dit ça. Ah d'accord, c'était à ce point-là. Voilà, les gens sont dans cet étonnement-là, parce qu'on n'a pas pu dire et qu'on a gardé pendant toutes ces années. Et puis, ils ont tenté d'essayer de faire différemment. Et en fait, ils se rendent compte que finalement, à force de se dire, eh bien, ça ne change rien à la relation, en fait. La relation ne risque rien, même quand on se dit notre réalité intérieure, même en témoignant depuis notre jeu. Parce qu'on a été authentique avec nous. Et donc, si on est authentique avec nous, eh bien, avec nous-mêmes, on est forcément, de fait, authentique avec l'autre. Et donc, cette libération de la parole, ils disent qu'en fait, ils disent que naturellement, le rapport de force n'existe plus. Il n'y a plus rien à forcer, il n'y a plus à agir. Et le ping-pong, en fait, il s'annule tout seul. Et du coup, quand la relation est apaisée dans ce quotidien, eh bien ensuite, on peut prendre le temps de se parler sans avoir peur que la discussion tourne au conflit. Au final, ils me disent tous qu'en fait, ils se sentent comme dans une équipe, deux chefs d'équipe, à bord dans le même bateau, et qui cherchent ensemble au lieu d'être deux adversaires comme ils l'ont été par le passé. Alors, en conclusion, vous l'aurez compris, finalement, prendre soin de notre communication, c'est prendre soin du lien, avant même de trouver une solution ou de se mettre d'accord. Alors, pour ceux qui ont besoin de clés, eh bien, vous avez très bien compris à travers mon discours que la clé, c'est la pause. C'est s'arrêter pour se questionner et réfléchir qui on est. Qui je suis, qui tu es, pour construire qui nous sommes. Encore une fois, la relation, c'est pas que du bleu, c'est pas que du rouge, mais c'est un mélange des deux. Là, on est ce cœur violet, je ne sais pas si je suis claire, mais c'est vraiment le couple en fait, le mélange d'un peu de nous deux. Pour terminer sur cette conférence, ce que je vous propose, c'est pour enregistrer, engrammer cette invitation à la hauteur, je vous invite à faire un geste pour vous souvenir de cet espace, de ce moment, pour vous connecter à votre girafe intérieure et pour accueillir tout ce que vous pouvez vivre et ressentir dans votre quotidien. Tout à l'heure, demain, avec votre partenaire, si vous sentez que l'émotion monte, eh bien, voilà, vous pouvez soit vous rappeler d'une image, ou vous dire un mot si vous êtes plus sensible aux mots, ou vous toucher. Vous voyez, moi, des fois, je fais ça. Je fais ça et ça m'aide à me recentrer, à revenir là dans l'instant, à faire taire le dialogue intérieur qui me fatigue et être juste là dans l'instant avec moi-même. Et faire ce geste pour moi, mais c'est faire un geste pour le nous. La conclusion, voilà. Faire une pause. Se questionner, c'est un processus vers soi. Aller à la rencontre de soi. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je ne souhaite plus? Quels sont mes besoins aujourd'hui? Et à travers ce geste, c'est quel est le plus petit pas possible que je peux faire pour moi, en fait? Vous l'aurez compris, il n'y a pas de clé, c'est un processus.
pour se comprendre, pour s'accepter. C'est un chemin où aujourd'hui, ce qu'on va décider, ça sera valable, mais comme nous sommes des êtres changeants, demain, ça sera plus valable. Puisqu'on est en constante évolution, et que nous avons affaire avec ce changement, cette impermanence qui est là. Jacques Salomé nous dit « Le seul enjeu réel d'une relation, c'est de devenir soi-même plus réel. » Finalement, ce que nous sommes ne se définit pas, mais se vit à chaque instant.